Salut tout le monde, c'est Silver du Manoir des Geeks, bienvenue dans cette vidéo anniversaire des 1 an du Manoir. Dans cette vidéo, je détaillerai la genèse du projet de contenu créatif qui a démarré en 2012 et qui a évolué jusqu'à la version définitive du Manoir en 2024. Je reviendrai ensuite sur la première année de diffusion de contenu sur YouTube et sur Twitch. Je parlerai ensuite du futur de la chaîne avec les travaux qui sont en cours, mais également les différentes nouvelles émissions qui vont débarquer sur la chaîne. Et enfin, je répondrai aux différentes questions qu'on m'a posées IRL et sur Twitch via une petite FAQ. Mais avant, reprenons les bases. On est en 2012, je suis avec une pote et un pote, et on décide de se lancer sur Dailymotion. À la base, ça devait être Dailymotion. Le pitch de base, en gros, c'est il y a encore un jeu vidéo qui sort, c'est le 15e d'une série, d'une saga, d'une licence. Et en fait, les gens sont paumés. Tu arrives dans le magasin, tu vois Trucmuche 14, et en fait, t'as pas joué aux 13 premiers Trucmuche. Du coup, on se dit, bah, on va reprendre les grandes sagas de jeux vidéo et on va détailler ces sagas, tous les jeux qui sont sortis de cette saga, avec du visuel, un peu de gameplay, pas énormément de gameplay, mais surtout du visuel pour expliquer aux gens en gros ce qu'on peut trouver dans ces jeux-là. Et on commence par une licence phare et forte à mon cœur, c'est Crash Bandicoot. Le projet de contenu créatif, ça devait s'appeler les grandes sagas de Nounours. Alors pour information, c'est un projet qui a demandé, on a tourné quasiment un épisode entier. On n'a pas terminé. Il nous manquait les captures d'écran du coup des jeux Crash Bandicoot. À l'époque, on n'avait pas de carte de capture. J'avais acheté un appareil photo numérique qui enregistrait en HD. Et en gros, on filmait directement sur l'écran. C'était pas ouf, mais c'était ce qu'on avait de mieux en fait. Donc les grandes sagas de Nounours, c'était donc Kalisha qui marionnettisait une peluche, un gros nounours blanc, qui s'appelait Nounours. Il y avait Lokinux qui marionnettisait un petit nounours, qui était l'assistant, on va dire la victime numéro 1 du patron du grand nounours, quoi. L'esclave, pour être exact. Et moi, du coup, j'étais derrière la caméra et je faisais un peu la voix off pour animer l'épisode. Il faut savoir qu'en fait, tous les épisodes étaient censés être redoublés derrière. Donc en fait, il y avait un retravail de doublage, il y avait une modification de la voix via des différents filtres audio. Ça demandait énormément de travail. C'est ce qui nous a un petit peu découragés. Ce projet, on l'a démarré, moi j'habitais encore chez mes parents, donc on avait un grenier et j'avais ma chambre. Donc on avait plus ou moins 2 décors en fait pour pouvoir réaliser ces épisodes. Mais c'était très compliqué parce que du coup, il fallait constamment bouger les choses, il fallait bouger les bureaux. J'avais pris des photos pour vraiment mémoriser où étaient les différents emplacements, etc. Et en fait, ça demandait énormément de logistique et de travail en plus de l'écriture, de la réalisation des épisodes et de tout ce qui est après derrière doublage, etc. Donc on avait commencé à faire le premier épisode, il n'a jamais été complet. On a les 2 génériques, on a le générique d'intro et le générique d'outro, avec de la musique qui était libre de droit à l'époque, je ne sais pas si elle est libre de droit. Dans le doute, je vous mettrai des petits liens dans la description pour aller voir du coup les génériques qui étaient vraiment incroyables. Et on avait fait ça de briques et de broc, donc avec une sorte de fausse tronçonneuse avec du papier alu pour faire les lames, des couteaux pareil avec du carton, vraiment des trucs de briques et de broc, pas du tout pris au sérieux, mais c'était très rigolo franchement. Le peu qu'on a tourné, ça rendait vraiment bien. J'avais une petite idée en fait dans l'épisode. Dans chaque épisode, il y avait un élément de la saga qu'on parlait, par exemple dans Crash Bandicoot. On avait une caisse de Crash Bandicoot qui était cachée pendant la vidéo, pendant une scène dans laquelle Nounours parlait ou l'assistant parlait. Et donc à la fin de chaque épisode, pendant le générique de fin, il y avait une petite slide. Avez-vous vu cet objet dans la vidéo? Et donc ça encourageait à revenir visionner la vidéo pour essayer de retrouver en fait à quel moment cet objet apparaît. Et la réponse allait être dans l'épisode suivant. Alors,
Moi, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est secret, trucs cachés, easter egg, etc. Donc j'avais voulu mettre ça en place. Ça avait aussi un avantage qui n'était pas le premier avantage que je voulais, c'était de faire visionner les vidéos 2 fois. Il faut savoir qu'à la base, les vidéos étaient censées durer entre 40 minutes et 1 heure. Donc pour 2012, c'est pas si énorme que ça. Aujourd'hui, en 2025, c'est juste énorme. Il y a des gens, ils voient 40 minutes, ils squeezent la vidéo, ils passent pas. Bien que actuellement sur YouTube, il y a beaucoup de demandes sur des vidéos longues. On l'a vu dans la chaîne, l'émission de radio sur Resident Evil, c'est actuellement la vidéo de la chaîne qui a fait le plus de vues. On a dépassé les 670 vues de mémoire. Alors que la deuxième vidéo qui est derrière, ça doit être Tortue Ninja, je crois, la cassette audio Tortue Ninja, et c'est 260 vues à peu près, quoi. Et Tortue Ninja, ça dure 38 minutes, je crois, de mémoire, 35-38 minutes. Donc voilà. Donc les sagas de Nounours, on était 3, il y avait des marionnettes, c'était long, et surtout, les gens ont déménagé. En fait, les gens ont déménagé, il y en a qui ont bougé pour leurs études, il y en a qui sont rentrés dans la vie active, et du coup, les chemins se sont un peu séparés. Et du coup, on n'a jamais continué, on n'a jamais pu finir. Et le projet est un peu resté à l'état de non achevé durant pas mal d'années. Ensuite est arrivée la version 1 du manoir. On est en 2020, 29 novembre 2020, le Covid débarque, il va y avoir le confinement ou le confinement est déjà là. Et je me dis, bon, bah, c'est le moment, il faut absolument que je me lance parce qu'on est confiné, il n'y a rien à faire. Et du coup, je me dis, c'est le meilleur moment pour lancer la chaîne. Donc, je crée la chaîne le 29 novembre 2020. Je commence l'enregistrement de l'épisode sur les Tortues Ninja. À la base, le Manoir V1, j'étais face cam, j'étais dans ma chambre, pareil, avec toujours la même caméra, filmé avec très peu de lumière, beaucoup de grains sur la vidéo, mais c'est pas grave, c'était un certain style. Mais pas de prompteur, et du coup, que des petites scènes coupées qui vont s'enchaîner avec des télés en fait. J'avais 3 télés, alors j'en avais une en haut et puis j'en avais 2 en bas à peu près ici et ici. Donc ça faisait 3 télés un peu l'une sur l'autre comme ça. Et en gros, ce qui se passait, c'est que pendant que j'expliquais, alors je n'ai enregistré qu'un épisode, dans l'épisode des Tortues, je crois même pas l'avoir terminé. Je devais en fait montrer les télés pour montrer des images avec Kevin Eastman et Peter Laird. Donc là, il y avait la photo de Kevin Eastman qui apparaissait, la photo de Peter Laird. Et en fait, pendant cette création, je me suis dit, ça prend encore énormément de temps. Il faut savoir que, pour info, personnellement, j'ai beaucoup de projets en tête, en cours, plein de choses. C'est de l'écriture, de la fanfiction, de la lecture, des jeux vidéo. Enfin, j'ai vraiment, mais alors, plein de trucs, de la création de jeux de cartes, de jeux de société, etc. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. J'ai le cerveau qui carbure à 200 à l'heure. Et j'ai besoin, en fait, d'évacuer toute cette créativité et de faire des choses avec. Il ne faut pas que ça me reste dans la tête parce que sinon, je deviens dingue. Donc, il fallait que ça sorte. Et il fallait que ça sorte, je ne vais pas dire rapidement, mais que ça puisse sortir de manière facile. Et ça demandait énormément de temps de montage, de post-prod, etc. Et je me suis dit, il faut redéfinir la chaîne, on va faire plusieurs émissions différentes, il faut que je définisse une structure, et même quitte, pourquoi pas, à avoir des émissions complètement différentes. Et c'est là qu'est née un peu l'idée de contenu un peu rétro avec des cassettes audio, avec des émissions de radio. Alors à la base, c'était pas des émissions de radio, c'était des vinyles ou c'était des bobines d'émissions de radio. J'avais essayé de trouver des objets de la pop culture, des objets nostalgiques pour chaque émission de la chaîne. Et en fait, je m'étais rendu compte que c'était pas, ça collait pas forcément. Genre pour les jeux vidéo, je voulais que ce soit des VHS, mais après il y avait le projet d'émissions télé. Du coup, les VHS ont migré sur les. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave. On va juste définir le contenu. Qu'est-ce qu'on fait dedans et après on trouvera un titre ou une catégorie, etc. Et donc c'est là qu'est apparu donc les cassettes audio. Donc c'est un podcast où je parle seul d'éléments de la pop culture, des éléments ou des univers qui m'ont marqué, que j'apprécie particulièrement, et pour certains que je trouve qu'ils n'ont pas assez de visibilité, ou très peu, ou alors
c'est des éléments de la pop culture comme les Tortues Ninja ou Spider-Man qui ont tellement de versions que la version qui est le plus proche du matériau de base soit est détestée par les gens parce qu'elle n'est pas arrivée au bon moment, hashtag la deuxième série de Tortues Ninja en 2003, hashtag les Amazing Spider-Man, soit il y en a tellement en fait que c'est noyé dans la masse et ça n'arrive pas à ressortir pour X ou Y raison. Donc du coup voilà, je me suis dit, c'est parti, on fait ça, donc des podcasts en solo, je me filme pas du tout, comme ça je lis mon texte devant un micro, j'enregistre, je mets un générique au début à la fin, boum, ça fait une vidéo 30-40 minutes. J'essaie de rester sur du 30 minutes pour les cassettes audio. C'est assez court, on peut écouter ça pendant un trajet, c'est chapitré, ce qui fait qu'on peut couper si c'est un petit peu plus long. Donc voilà, je me suis dit, les podcasts, les cassettes audio, c'est des trucs solo, c'est comme si je m'enregistrais avec un Walkman. Les émissions radio, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu après, du coup. On est sur quelque chose qui ressemble un peu aux sagas Nounours, en tout cas le premier épisode sur la saga des jeux vidéo Resident Evil. C'est un peu comme ça que j'aurais voulu tourner Nounours. On est sur quelque chose qui va lister tous les épisodes de la série, même si forcément le temps avance, de nouveaux jeux sortent. Là par exemple, il y a le remake de Resident Evil 4 qui est sorti, qui n'est pas du tout dans la vidéo. Donc je me suis dit, on fait une émission radio, j'invite des joueurs et des joueuses autour de la table, donc évidemment au début c'est des potes, parce que t'es pas énormément connu sur YouTube, tu peux pas inviter des gens, tu peux pas envoyer un mail à des créateurs de contenu en disant bah voilà salut, je suis Silver, je crée ma chaîne YouTube, j'ai besoin de... Je sais que tu adores ce jeu, est-ce que tu veux venir parler autour d'une table pour enregistrer une émission radio sur le sujet, etc. Donc c'est pas facile, donc au début on cherche un peu à droite à gauche dans les contacts qu'on a. Et du coup, ça me paraissait hyper important d'avoir une parité autour de la table, d'avoir des joueuses également. Et donc on a fait cette émission, et je ne pensais absolument pas qu'elle allait durer quasiment 5 heures. Ce qui m'a posé des problèmes au montage, au passage, puisque du coup, pour pouvoir avoir des audiogrammes, donc ces espèces de courbes qui se calent en fonction de l'audio, je ne peux pas avoir de vidéo supérieure à 3 heures. Donc j'ai dû faire un espèce de pseudo-montage, enfin voilà, ça a été un peu la galère. Donc, à noter que les prochaines émissions radio feront moins de 3 heures. À la base, il ne devait pas y avoir de Twitch. J'avais dans l'idée de me filmer en train de faire des jeux vidéo, des let's play, des walkthroughs, des live, enfin pas des live gaming du coup. Et le souci, c'est que je n'avais pas de décor. Donc je tournais ça dans mon... J'ai une grande pièce à l'étage où c'est une pièce de geek en gros, et je tournais dedans. Le souci, c'était que j'ai 2 chats, et que quand tu joues à la console et que tu es face caméra et que tu es en train d'être concentré sur le jeu et essayer d'expliquer des choses du jeu, et que tu as tes chats qui arrivent, qui montent sur le PC, qui appuient sur des touches, qui viennent se frotter au micro, qui viennent se mettre devant la caméra, c'est juste ingérable. Donc j'avais fait Spider-Man 1 et 2, et j'ai jamais gardé les... Alors j'ai toujours les enregistrements, mais je les ai pas mis sur la chaîne du coup, et je me suis dit qu'il fallait revoir ça, et qu'il fallait créer quelque chose, et c'est ce que vous avez derrière vous. Donc à l'aide de placo, de lames de bois, j'ai monté du coup 2 étagères qui sont sur roulettes, que je peux venir coller l'une à l'autre, et puis ça c'est un grand morceau de placo en fait, avec une petite structure derrière. Il y a un trou avec un luminaire qui est branché au sol. Et en fait, c'est 3 éléments de décor que je colle ensemble, qui sont indépendants. Et ça, je peux mettre ça dans la pièce dans laquelle je me trouve, en déco, ça se voit pas. Ça, je le mets derrière la porte, et les 2 étagères, en fait, je les mets sur 2 parties du mur de la pièce. Ce qui fait qu'en fait, chaque fois que je viens pour faire du live gaming ou tourner une vidéo comme ça, en fait, je rassemble les choses, j'ai des petits clips derrière pour les accrocher. J'ai un kettlebell qui maintient les 2 au-dessus, qui maintient les 2 bibliothèques ensemble, parce qu'en fait, il y a un léger petit différentiel. Elles sont pas tout à fait droites, elles sont pas parfaites. Les planches qui ont été coupées, elles n'ont pas été coupées à la perfection. Du coup, en mettant le kettlebell, en fait, ça appuie dessus et puis ça aligne parfaitement les étagères. Voilà. Donc à la base, il ne devait pas y avoir de Twitch. Et c'est après avoir m'être vraiment intéressé à Twitch que je me suis dit, en fait, ça pourrait être pas mal quand même d'avoir une interaction avec des viewers, d'avoir des questions en direct, de pouvoir parler, parce que sur les premières versions de Spider-Man, il y a des passages où je ne parle pas du tout. Alors c'est bien, il y a des gens qui recherchent plutôt des walkthroughs, des let's play, justement où les gens ne parlent pas, mais là, ça faisait un petit peu vide. Donc du coup, le fait d'être sur Twitch,
tu es plus ou moins obligé de meubler un petit peu, de parler, de raconter des choses, que ce soit sur le jeu, sur ce que tu es en train de faire, de parler avec le chat, voilà, de t'intéresser aussi à ce que eux, comment ils ont vécu le jeu, s'ils l'ont fait, s'ils l'ont pas fait, voilà, ce qu'ils attendent, de faire des paris, etc., etc. Et je me suis dit au début, ça va être extrêmement compliqué de gérer les deux, d'être concentré sur le jeu et de répondre au chat. Et donc je m'étais dit, les jeux sur Twitch, c'est forcément des jeux que j'ai déjà fait. Je veux pas découvrir un jeu avec des cinématiques de la narration et avoir un chat à côté où il faut faire en permanence attention aux messages des viewers, pouvoir leur répondre, etc., etc., flinguer les cinématiques, l'immersion, enfin voilà, il y avait tout un tas de trucs. Et donc je me suis dit, je ne ferai pas de jeu de découverte dessus. Bon bah ça n'a pas tenu longtemps puisque j'ai fait Tunic, que je n'avais jamais fait avant. Et puis j'ai fait Ghost of a Tale, pareil, que je n'avais pas fait avant. Finalement Twitch en fait c'est quand même vachement bien parce que l'avantage que j'ai avec Twitch c'est que je peux sortir du contenu pour la chaîne. Alors du contenu de jeux vidéo, de walkthrough en fait, très rapidement et très facilement. Une soirée Twitch c'est en moyenne, on va être sur du 3 heures de game, sachant que je fais, alors au début je faisais des vidéos d'1 heure, mais c'était beaucoup trop long, donc j'ai descendu, j'essaye de caler sur un épisode de série télé, donc de mettre à peu près 40 minutes un épisode, et donc ces 3 heures ça me fait 4 ou 5 épisodes. Ce qui fait que j'ai du contenu à venir, si jamais je suis un peu dans la galère parce que j'ai pas le temps d'écrire des cassettes audio, ben j'ai toujours du contenu qui sort sur la chaîne est toujours active, et donc ça permet d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en fait toutes les semaines. Donc voilà, ça permet ce Twitch en fait. Il n'y a pas besoin de montage. En fait, j'ai déjà mes. Enfin, il y a un petit peu de montage quand même. Il y a le générique de début pour l'épisode 1, parce que je voulais pas mettre des génériques sur chaque épisode parce que c'est relou, même si j'adore les génériques. J'y reviendrai aussi plus tard pour ça. Mais du coup, je coupe mes vidéos à 40 minutes, je les mets dedans et boum, et je sors ça et c'est rendu via le logiciel de montage assez rapidement. Et après, c'est uploadé sur YouTube. Ça fait du contenu créatif, on va dire, rapide à faire. C'est toujours du temps, mais c'est plus rapide qu'une cassette audio ou une émission de radio. Donc à la base, le manoir V1, le logo, c'était ça. Et je l'ai fait refaire par un ami. Et maintenant, le logo, c'est ça. Il y a une grosse différence entre les deux. Et donc, le manoir a été défini. J'avais donc au début les cassettes audio pour le podcast, les émissions radio, les live gaming et les émissions versus. Donc c'est des émissions où en fait je joue avec d'autres joueurs ou d'autres joueuses et on se fout sur la gueule sur des jeux de combat, des jeux de sport, des jeux de course, voilà, tout un tas de jeux possibles. Le souci c'est que pour les versus, ce décor ne fonctionne pas. Donc il a fallu que je réfléchisse à un nouveau décor et j'ai dû faire des travaux au manoir. Et du coup, les travaux ne sont pas encore terminés. Ça va bientôt l'être, mais on a des soucis d'infiltration d'eau là où je veux, au sous-sol en fait, là où je veux installer donc un studio d'enregistrement. En gros, alors c'est un bien gros mot, hein, ce ne sera pas vraiment un studio d'enregistrement, mais en gros, ça va être un grand décor qui va être dans une pièce intégrale. Et dans cette pièce, on aura des canapés, des fauteuils, des micros qui seront accrochés au mur avec des bras pour pouvoir se rapprocher. On pourra enregistrer les émissions de radio dedans. Elles ne seront pas filmées au début. L'objectif, après, ça va être justement d'évoluer. Les émissions de radio deviendront filmées. Au début, c'était plutôt par rapport aux gens que j'allais faire venir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent... Enfin, qui ne veulent... Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à être filmé. Beaucoup moins à être enregistré à l'audio. Donc je m'étais dit, bah, l'émission de radio, la première, je l'ai fait dans mon salon. L'audio était catastrophique. Il y avait de la réverbération et de l'écho de partout. Du coup, j'ai mis extrêmement longtemps à traiter ça pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près propre, même si ça n'allait pas parfaitement. Mais du coup, la prochaine émission radio qu'on tournera sera donc dans cette pièce spéciale, ce studio. Et donc, il n'y aura plus de reverb. Et là, ce sera vraiment, vraiment nickel. Et ça servira aussi de lieu pour le versus, pour pouvoir justement jouer, et également de lieu pour les soirées survival. J'y reviendrai un petit peu après ça pour le futur de la chaîne. En gros, voilà. Et donc, je suis quelqu'un qui aime énormément les génériques. Moi, les génériques, c'est un truc qui me passionne. Quand je regardais les séries télé, je ne skippais jamais les génériques. Alors, pourquoi ? C'est parce que les gens se disent, mais les génériques, ça sert à rien. Tu perds 40 secondes à 1 minute 30
Enfin, t'avances, tu skips et tout. En fait, la particularité d'un générique dans une série télé, tu as ce qu'on appelle le cold opening, c'est-à-dire le début de l'épisode avant le générique, qui est censé t'accrocher, envoyer quelque chose. Et ensuite, le générique, il est censé monter ton excitation, ton attente et le suspense. Parce qu'il s'est passé quelque chose avant le générique, tu veux voir la suite. Et donc ce générique, il est censé t'emmener vers la suite. Et donc c'est pour ça que je ne passais jamais les génériques. Donc je suis un grand fan des génériques. Alors surtout des génériques, ce qu'on appelle les opening credits. Parce que les ending credits, bon, c'est un écran noir avec des trucs blancs qui passent, donc c'est vraiment pas fou. Mais les génériques d'ouverture, je trouve ça vraiment incroyable. Et donc du coup, je m'étais dit, il faut absolument que je trouve des génériques audio pour les différentes émissions de la chaîne. Je voulais un générique différent pour chaque émission. Ça me semblait être une bonne idée au début. Et le truc, c'est que là, je suis en train d'essayer de trouver de nouveaux génériques. Et comme vous le savez, les génériques de la chaîne sont créés par Luke H. Alors, c'est pas... Luke H, c'est un artiste polonais indépendant qui fait du chiptune, on peut appeler ça comme ça. C'est de la musique, une musique très spécifique, un peu synthé, avec des... Il fait ça avec des vieilles consoles. Donc avec des claviers d'Atari, avec des Game Boy, etc. Il les branche ensemble, il arrive à sortir des sons. Enfin, ce gars, c'est un génie. Et donc il fait plein de musique qu'il met sur sa chaîne. Il vend aussi ses albums. Je t'encourage vivement à aller faire un tour. Luke H sur YouTube ou sur son site internet. Et donc je m'étais dit, j'avais commencé un premier montage de générique et je m'étais dit, putain, mais cette musique, elle est trop bien, vas-y, je la mets. Et je lui enverrai un mail pour lui demander s'il est d'accord pour que j'utilise la musique. S'il faut que je lui achète des droits ou qu'on fasse un contrat ou un truc pour pouvoir, si jamais mes vidéos venaient à être monétisées par rapport au reversement de droits, etc. Et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir en fait que toutes ces musiques sont utilisables pour les créateurs de contenu, gratuitement. Donc ça a été la grosse surprise. Donc j'en ai profité et donc j'ai mis une musique de Luke H pour l'instant, 3 émissions qui existent sur la chaîne, à savoir donc les cassettes audio, les émissions radio et les live gaming. Et je galère à trouver 2 autres musiques de générique pour les 2 nouvelles émissions qui vont débarquer d'ici la fin de l'année. Je ne m'attendais pas à ce que ça monte, le nombre de viewers, d'abonnés à la chaîne YouTube monte aussi rapidement. Alors attention, c'est une petite chaîne, on est à 127 abonnés YouTube, mais ça a pris... Je pensais pas qu'on arriverait aux 100 abonnés. Pour moi, c'était l'objectif quasiment final de la chaîne, quoi. C'était déjà si j'atteins 100 abonnés et 100 vues par vidéo, ce serait super. Et en fait, c'est monté très vite. A contrario, Twitch a été l'inverse. Je m'attendais à ce que Twitch monte plus vite que YouTube, et ça a été totalement l'inverse. C'est-à-dire que Twitch, j'ai eu beaucoup de mal à atteindre les 50 abonnés, et donc à pouvoir être affilié. Donc pouvoir monétiser via des pubs, avoir des options comme les sondages, etc. Je sais que sur Twitch, j'ai pas arrêté de parler de ça et de saouler les gens avec. S'il vous plaît, suivez la chaîne, au bout de 50, on pourra faire des sondages, ce sera trop bien, parce que honnêtement, je trouve ça un peu débile, mais les sondages, ça change vraiment la manière d'interagir avec le public. Alors j'ai découvert un petit peu à mes dépens, c'est que les premiers sondages que j'ai faits, il y avait du public, mais du public qui n'était pas sur PC ou qui n'avait pas le téléphone sous la main pour pouvoir répondre aux sondages. Et les sondages que j'avais mis étaient courts, on était sur une ou 2 minutes. Donc c'était un petit peu galère pour eux, même si après, plus tard, ça a un petit peu évolué, parce que du coup, les gens sont un peu plus motivés à répondre aux sondages. Mais c'est quand même vachement bien, et notamment pour tout ce qui va être jeu à choix, les sondages, ça va être vraiment super. Parce que du coup, vous allez pouvoir directement interagir, en fait, et peser, en fait, dans les choix des personnages, dans les jeux à choix. Donc YouTube, ça m'a un peu surpris, c'est parti plus vite que prévu. Ça a stagné à 2-3 endroits, à 80 abonnés, ça a beaucoup stagné.
Ça faisait des allers-retours, 78, 80, 79, 81, 78, enfin ça faisait un peu des allers-retours comme ça, j'en perdais, j'en gagnais, j'en perdais, j'en gagnais. Puis à un moment, ça s'est monté, ça a passé les 100 abonnés, et puis là, du coup, je suis à 127. Et là, récemment, ça fait 2 semaines où je regagne quasiment plusieurs abonnés par semaine. Là, en 2 jours, j'ai eu 2 nouveaux abonnés. Sur Twitch, c'est pareil, en 2 jours, j'ai eu 2 nouveaux abonnés, donc c'est plutôt cool. Il y a des nouveaux algorithmes YouTube apparemment qui sont en train qui ont été déployés. Et du coup, ça encourage les petites chaînes, ça propose aussi les petites chaînes avec des grandes chaînes, et donc ça permet d'avoir une visibilité un peu plus grande. Donc voilà, j'ai été un petit peu, j'avoue que Twitch, ça m'a un petit peu, pas déçu, mais découragé, je dirais. La finalité, en fait, la finalité, c'est ça qui est un peu étrange, c'est que la finalité, pour moi, c'est toujours YouTube. Twitch, c'est un outil qui va me servir à mettre des vidéos sur YouTube. Je diffuse en direct, je parle avec les spectateurs, donc ça c'est vraiment top parce qu'on est vraiment en direct. Mais la finalité de la chose, c'est d'avoir du contenu que je vais pouvoir découper et pouvoir après uploader sur YouTube. Et j'ai remarqué un truc de dingue, c'est que quand je diffuse sur Twitch, en général on est sur du 6-8 viewers. En moyenne, j'atteins en gros 6 viewers par diffusion. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que le lendemain de ma diffusion, j'ai genre 40 vues sur ma vidéo. Et je me dis, en fait, c'est... Alors, il y a très probablement une raison à ça, c'est que c'est trop tard, ou les gens n'ont pas le temps de le regarder, du coup ils le regardent après, ou ils mettent ça en fond quand ils se préparent le matin, ou quand ils bossent en télétravail, ou je sais pas quoi. Et c'est top, c'est super. Mais en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que ces 40 vues-là de Twitch, qui ne sont pas des vues en direct, qui peuvent servir la chaîne, ne seront pas non plus des vues sur YouTube. Donc en fait, c'est une quarantaine de vues que je perds, entre guillemets, à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est le jeu, c'est comme ça. Et surtout, les lives que je fais, le temps que je crée un générique, que je monte les épisodes et que je les mette sur la chaîne YouTube, il y a déjà 2 mois de passé, quoi. Donc c'est un peu chaud pour les gens de se dire, bah ouais, il est en train de faire ce jeu-là, je veux voir la vidéo, bah non, je vais attendre 3 mois, quoi. Donc c'est un peu tendu. Le ressenti par rapport au contenu. Je suis plutôt content du contenu que je fais. Je fais beaucoup de recherches pour tout ce qui est podcast. C'est des univers que je connais, mais je mets un point d'honneur quand même à faire des recherches et à vous donner des éléments exacts de, de, d'informations, pas vraiment de secrets, mais voilà, d'éléments un peu de coulisses, etc. Je sais que pour Tortue Ninja, ça m'a énormément posé problème, parce que Tortue Ninja, cette histoire, je la traîne depuis une bonne vingtaine d'années. Parce que la série de 2003 a été sortie en 2003. Elle a été terminée en 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Alors il y a eu 1 an d'écart, je crois, ou 2 ans d'écart avec la France. Mais en gros, j'avais plein de questions, pourquoi il n'y a pas eu de doublage, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, à l'époque, les recherches que j'avais faites, ça m'avait donné des informations que j'ai conservées dans ma tête, qui ont pu être modifiées par ma mémoire. Ça arrive, hein. T'es persuadé d'un truc, et en fait, quand tu reviens et que tu relis, tu fais bah non, c'est pas du tout ça. Donc du coup, j'avais créé un premier truc, et au moment où j'ai enregistré la cassette des tortues, j'ai dû aller revérifier des choses. Et pour Avatar, c'était pareil. Pour le doublage VF, j'étais persuadé qu'il y avait eu un Kickstarter, que les gars avaient reloué le studio, avaient payé les acteurs, les comédiens de doublage d'origine pour pouvoir doubler le truc. Et en fait, non, ça avait été annulé au dernier moment. Il y avait eu un vrai doublage officiel VF, etc. Mais moi, j'en étais persuadé parce que j'étais resté sur cette information-là. Il y a un Kickstarter en ligne, on va engager les acteurs, etc. Et en fait, la série sort, la saison 2 arrive, il y a la VF, je me dis, bah ouais, nickel, ils ont réussi le Kickstarter, ils ont payé les acteurs, etc. C'est trop bien. Et en fait, non, pas du tout, il y a quelque chose d'autre qui s'est intercalé entre temps, et voilà. Donc c'est pour ça qu'à la fin des vidéos, vous avez toujours des liens, en fait, alors des liens Wikipédia, des liens sur des blogs, le blog de Peter Laird, qui est très intéressant, qui corrige beaucoup d'erreurs
beaucoup d'erreurs. Alors est-ce que c'est des erreurs ou est-ce que c'est pas Kevin Eastman qui a essayé un peu aussi de mettre sa propre version à lui, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc voilà, les contenus, je suis plutôt content. Je m'étais fixé un objectif, une cassette audio par mois, minimum. 3 émissions de radio à l'année, parce que les émissions de radio, ça demande beaucoup de temps d'écriture, ça demande de rassembler les gens, etc. etc. Et après, du live gaming, c'était toutes les semaines, donc ça, on envoyait. Et du versus, j'avais pas encore déterminé de trucs, mais je pense qu'un versus tous les 3 ou tous les 6 mois, c'était pas mal aussi, quoi. Je vais donc construire un studio radio et vidéo pour pouvoir enregistrer donc les émissions radio dans ce studio, pouvoir faire des émissions versus et pouvoir faire donc des soirées Survival Horror. Donc il y a 3 émissions qui vont arriver en plus d'ici la fin de l'année. Enfin, 2 nouvelles émissions. Il y aura de nouvelles émissions radio qui vont s'ajouter à l'émission radio de Resident Evil, mais il y aura donc les soirées Survival Horror avec Didi et Pathé. On fera des jeux qu'on aura probablement déjà fait et aussi des jeux inédits. Et il y aura également donc les versus où j'inviterai un ou une joueuse ou plusieurs et on se mettra sur la gueule sur différents jeux, du Mario Kart, du FIFA, du Split Second Velocity, du Smash Bros, enfin voilà, tout un panel de jeux possibles et inimaginables. Donc voilà, ça c'est ce qui devrait arriver pour la fin de l'année. Ensuite, je vais également essayer d'amener du jeu de société, du jeu de cartes sur la chaîne. Je vais essayer de créer une table pour les jeux de cartes, les jeux de société et les jeux de rôle. Et je garde toujours en tête mon plateau de jeux télé, même si je vois de plus en plus de streamers faire des émissions de ce type. Ça fait énormément de temps que j'avais envie de faire ça. Les jeux télé, ce sera un petit peu particulier. Ça va être très varié. Il y aura plusieurs épreuves, il y aura des quiz, il y aura des épreuves de gaming, voilà, il y aura des épreuves aussi réelles, il y aura des défis, etc. Ça regroupera un peu tout, mais toujours sur le thème de la pop culture, des jeux vidéo, des films, etc. etc. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Pourquoi tu as créé le Manoir des Geeks? D'abord, c'est une envie de partager ce que j'aime. C'est le premier objectif, c'était vraiment de partager les univers que j'aime. Donc, Tortue Ninja, Trigun, Spider-Man, Avatar, Loup Solitaire, voilà, il y en a encore plein, MacGyver, Smallville, Supernatural, tout un tas d'univers. Donc c'était voilà, pour partager ma passion, le faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas forcément ces univers, et aussi rendre un peu les lettres de noblesse à certaines licences comme les Tortues Ninja et Spider-Man. En gros, essayer de remettre un peu les choses à leur place et dans leur contexte, et d'expliquer aux gens qui ne voient que par leur version de cette licence qu'il y a autre chose, et que peut-être cette autre chose, c'est plus fidèle et mieux. Mais bon, ça c'est le combat de toute une vie, de pouvoir se poser calmement, de déconstruire ce qu'on aime, d'analyser, d'avoir un regard critique de ce qu'on aime aussi, et de se dire, ah ok, bon bah c'est toujours ce que j'aime, mais par contre, ouais effectivement, peut-être que cette version-là, en fait, elle est pas si mal que ça, et en plus elle respecte beaucoup plus l'œuvre. Donc voilà, le manoir, c'était pour ça. Et donc pourquoi l'identité du manoir? Je pense que la raison est simple, Resident Evil. Voilà, j'ai 3 piliers de jeux vidéo. C'est The Legend of Zelda, Link's Awakening, Spider-Man PS1 et Resident Evil. C'est les 3 jeux vidéo qui pour moi combinent le meilleur du jeu vidéo. Donc le manoir Spencer, moi, m'a marqué à vie en fait. Donc je me suis dit, bah écoute, tu veux un truc un peu rétro, donc un manoir, c'est pas mal. J'hésitais aussi avec, comme nom de chaîne, c'était l'archiviste, parce que le côté un peu justement, redonner ses lettres de noblesse à des séries ou à des versions d'univers de la pop culture, je m'étais dit c'est pas mal, et puis archiver tous les trucs, etc. Et au final, j'ai préféré le manoir,
parce qu'à la base, le manoir, c'était censé être un regroupement de plusieurs personnes. J'étais pas censé être tout seul dans le manoir. Il devait y avoir différentes émissions, il devait y avoir des tests de jeux vidéo, donc j'avais pensé à différents potes pour faire ça. Mais les tests, du coup, pour l'instant, il n'y aura pas. Mais voilà, il devait y avoir des émissions, plusieurs geeks. En fait, c'était ça, le manoir des geeks, c'était nous les geeks, on était dans le manoir. Et à la base, j'en ai pas parlé de ça, mais à la base, il y avait toute une histoire où les geeks étaient enfermés dans un manoir qui était plein de fantômes et d'esprits. En fait, on était bloqués à l'intérieur, et donc on interagissait avec les fantômes. Et dans la première version du manoir, dans la version face cam des Tortues Ninja, j'interagissais aussi avec des fantômes. Il y a des fantômes, il y avait 3 fantômes, il y avait Crow, il y avait Mo, Cross, le méchant, le gros FDP de base, le diable, quoi. Il y avait Mo, le débile, un peu Bud des zinzins de l'espace. Et puis il y avait la fantôme cérébrale, la plus intelligente des 3. J'ai oublié son nom. Et en gros, c'était un échange entre les 3 fantômes et avec moi. Et on se parlait, on interagissait ensemble, on se posait des questions, on se répondait. Et pareil, ça faisait beaucoup trop de boulot pour le doublage, etc. Donc j'ai complètement laissé tomber cette histoire. Quel matos pour faire tout ça? Alors, quel matos? J'ai une webcam qui filme en HD avec un excellent ISO. Ça capture beaucoup, même en faible luminosité, donc ce qui est assez important pour le manoir parce que la DA du manoir, c'est pas très lumineux. Donc il me fallait une bonne cam pour pouvoir être filmé, en fait, tout simplement, et que ce soit visiblement un minimum joli. Donc une caméra, j'ai un micro USB, parce que à l'époque, quand j'ai acheté ça, le micro XLR, c'était hors de prix pour moi. Il faut savoir une chose, un micro USB, tu le branches sur un port USB sur ton PC, tu le détectes avec Windows, t'enregistres, ça se fait, c'est nickel. Un micro XLR, il te faut une carte son avec des entrées et des sorties XLR que tu relis à ton PC. Une carte son, ça coûte la peau des fesses. Pour vous donner un ordre d'idée, pourquoi je n'ai que 4 intervenants au manoir des geeks? C'est à cause de la carte son. C'est une Scarlett 8i8, je crois que j'ai. Ça vaut je crois que je l'ai payé entre 600 et 700 balles, la carte, pour avoir 4 micros enregistrables en simultané, avec 4 pistes uniques, mais pour avoir 4 micros enregistrables. Si je voulais plus, il fallait une table de mixage. Je suis même pas sûr qu'il doit y avoir des cartes son plus, mais voilà. Mais il me fallait une table de mixage et qui coûtait 2 fois le prix de la 8i8, quoi. C'était financièrement pas possible. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit, bah écoute, 4 c'est pas mal. On sera 4 et puis c'est déjà pas mal, en fait. Donc le micro USB, c'est simple. Ça m'est revenu à peu près à 90 € à l'époque, je crois. Donc branché directement sur le PC, caméra USB, micro USB, voilà. Le son est correct, c'est pas ouf, c'est pas un Shure SMB7, hein. Mais bon, c'est correct pour ce que je fais. Sachant que pour les émissions radio, j'ai acheté des micros de podcast, donc qui coûtent beaucoup plus cher. On est sur du 120 balles pièce à peu près, mais pour avoir un son beaucoup plus sympa, pour le coup, qui fait vraiment là, émission de radio et podcast, etc., quoi. Donc voilà. Pour le live gaming, donc caméra, micro. Pour les émissions radio, carte son, PC portable, 4 micros, 4 câbles XLR. J'ai aussi un Stream Deck qui me permet d'avoir du son. Soyez prêts à combattre. En fait, pouvoir arrêter l'enregistrement, le lancer, couper le micro, changer de scène. Un compteur de mort, je peux lancer un D6 pour avoir des résultats, j'ai un chrono, et j'ai une boule de billard, une application avec une boule de billard qui lance le truc. Tu poses une question, tu programmes des réponses, etc. Bon, ça c'est rigolo, je m'en sers pas beaucoup, mais voilà. Donc voilà, j'ai une carte de capture pour tout ce qui est pour la Switch, pour l'instant, je l'utilise que pour la Switch. Il faut que je fasse aussi
il faut que je teste, il faut que je fasse des tests avec la PS3, la Xbox 360, la PS1, la PS4, la PS5, etc. avec ma carte de capture. Et puis un PC gaming, c'est ce qui a été le plus cher en fait. C'est un gros PC gaming avec une très grosse carte graphique qui me permet à la fois d'enregistrer et de jouer. C'est-à-dire que je pourrais lancer, j'avais testé Resident Evil 3 Remake en ultra qualité, en enregistrant en même temps, en diffusant et tout, et il n'y avait aucun souci. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, le karma va me la mettre à l'envers, je vais plus pouvoir streamer Resident Evil 3. Mais voilà, c'était vraiment le gros investissement, c'était le PC quoi. Et puis après le décor, donc le décor c'est simple, hein, là j'ai donc les étagères, c'est des lames de bois que j'ai fait découper dans un magasin, je les ai achetées dans un magasin de bricolage, je les ai fait découper sur place. Je les ai poncées, je les ai vernis. Au dos de chacune des étagères, j'ai un contreplaqué que j'ai pointé. Avant de pointer le contreplaqué, j'ai collé du papier peint, en fait, sur les deux étagères au fond. J'ai pointé. J'ai mis des roulettes sous les étagères pour pouvoir les bouger. L'inconvénient, c'est que comme les étagères ne sont pas très profondes, l'équilibre est assez précaire, donc il faut faire super gaffe quand on les bouge. Et donc là, de ce côté-là, en fait, c'est des lames de bois, un reste de lames de bois que j'ai fait à la maison, en fait. J'ai un mur avec des lames de bois et du coup, j'avais des restes, des chutes. Et donc, je les ai découpées, je les ai pointées sur... donc pareil, c'est un placo avec un petit papier peint et dessus j'ai pointé donc les lames de bois. Et voilà. Et après, il y a un foliaire en plastique. J'ai une ancienne lampe que j'avais chez mes parents dans l'espèce de pièce de geek que j'avais fait dans le grenier. Que j'avais récupéré. Et après, c'est un peu de déco comme ça, quoi. Donc là, à tout casser, ça a dû me coûter peut-être 200 € le tout pour le décor. Sans parler de tout ce qui est les éléments, etc., quoi. Entre la lampe je la compte dedans quand même. La lampe, les lames de bois, le placo. Je crois que ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le contreplaqué pour mettre derrière les étagères. C'est un truc de malade. Le contreplaqué, ça vaut une blinde. Mais c'est un truc de taré, hein. Alors que c'est juste du bois, quoi. Du bois pressé, fin. Enfin, ouais, c'est ahurissant, quoi. Donc voilà le matos à peu près pour faire tout ça. Une chaise de merde, j'ai une chaise de merde qui n'arrête pas de grincer. Je pense que le prochain investissement, ça va être une chaise orthopédique, enfin une chaise, voilà, spécialement pour le dos. Pas une chaise de gaming, mais vraiment une chaise pour le dos. Parce que pour s'allonger, voilà, je suis obligé de ravancer le micro ici, quoi. Et là, au niveau de la caméra, c'est pas fou, quoi. Donc je suis toujours obligé de me tenir devant comme ça. C'est un petit peu chiant. Donc je voudrais vraiment une chaise, une bonne chaise qui maintient bien les lombaires, le cou aussi pour pouvoir poser le cou parce que mine de rien le cou ça tire énormément. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour le matos. Ah oui, on m'a demandé aussi des conseils. On m'a demandé des conseils pour lancer les chaînes, etc. Une chaîne YouTube ou Twitch. Alors je vais faire un peu mon relou, mais je vais aller un peu à l'encontre. Alors j'ai regardé une tonne de vidéos où tous les gars qui ont des setups de ouf avec du matos de ouf te disent mais non t'inquiète, tu prends une caméra, un micro, un bon micro, une caméra de merde, tu t'en fous, tu te filmes avec ta chambre, ton truc, bon tu ranges un peu ta chambre avant et tout. Alors je vous déconseille fortement de faire ça. Voilà. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pourquoi? C'est très simple. Si c'était il y a 25 ans, ouais, ok, vas-y, fais. Et puis, si ton contenu est cool, les gens prendront. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu et de créateurs de contenu sur YouTube que si t'as pas un minimum de qualité et d'identité visuelle, tu vas passer à côté. Tu vas passer à la trappe, en fait. Ou alors, t'as un peu de chance et du coup, ton contenu marche bien et les gens se moquent un peu de ton décor ou de la qualité de tes audios, etc. Qualité de tes vidéos plutôt que l'audio, parce que l'audio c'est hyper important, c'est beaucoup plus important que la vidéo.
Moi, j'étais persuadé que c'était l'inverse, mais en fait, tout a montré, les arguments, c'est le contraire, et maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en gros, si vous voulez vous lancer, le concept, tout d'abord, qu'est-ce que vous voulez publier? Et là, pareil, il y a deux écoles. Il y a l'école qu'est-ce qui marche? Ça marche. Ça marche, ça marche. Il y a 3 éléments qui marchent. Je vais prendre 7 éléments. D'accord? Ça, c'est la première école. La deuxième école, c'est j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Bah, je vais prendre un de ces éléments-là et je vais le faire. Entre ce que toi, tu as envie de transmettre, de publier et de diffuser, et entre entre la demande qu'il y a sur YouTube, les sujets, etc., il y a un fossé énorme. Donc sur YouTube, fais des trucs qui te plaisent. Voilà. Alors, combien de temps pour une cassette audio, une émission radio, une vidéo live gaming? On va mettre de côté la vidéo de la cassette audio sur Spider-Man. Pour une cassette audio, en général, je mets 2 jours. Un après-midi pour écrire la cassette. En gros, 3-4 heures. Je laisse couler une journée. Je reviens le lendemain et je relis tout. Je fais des dernières corrections. Ensuite, après la relecture, je lis une première fois la cassette avant de l'enregistrer. Je lis une première fois la cassette. Je fais quelques petites corrections. Par exemple, de mots de vocabulaire, il y a des mots que j'arrive pas à sortir. Il y a des mots qui sont pas faciles dans des phrases qui sont positionnées. Du coup, ça sort pas et j'en dis un autre et donc ça fout la merde. Donc en fait, je change ces mots-là. Et ensuite, une fois que cette première lecture-correction à voix haute est faite, j'essaie de déterminer des tons ou poser des pauses. Donc je mets des virgules pour faire des respirations dans la phrase. Et ensuite, je lance l'enregistrement et j'essaye de tout lire en une fois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, je fais des coupures, donc je m'arrête, je reprends, je relis la phrase, etc. etc. Donc en général, une cassette audio, 2 après-midi, donc il faut à peu près, je dirais, 8 heures pour qu'elle soit enregistrée. Ensuite, il y a le montage et l'upload de la vidéo. Donc je pense une petite dizaine d'heures pour une cassette audio. Une émission radio, l'écriture, ça va être étalé, ça va être très très long. Parce que du coup, il y a tout le déroulé à faire. La présentation des gens, ensuite les jeux vidéo avec les informations, il faut aller rechercher les informations sur les dates de sortie des jeux, sur éventuellement les studios qui ont développé les jeux. Ensuite, les axes d'entrée, les questions à poser aux invités. Typiquement, tu as les questions de base, c'est quel est ton épisode préféré, mais tu as aussi qu'est-ce qui est marquant dans ce jeu vidéo, qu'est-ce qui fait que ce jeu vidéo c'est le meilleur, qu'est-ce qui fait que celui-ci c'est le plus détesté, pourquoi ce jeu vidéo a révolutionné la saga. Tu as tout un tas de questions comme ça à poser, et puis après, moi c'est vrai que j'aime bien mettre des questions. Ça fait un peu jeu, ça vous permet aussi à vous de jouer, de répondre aux questions, etc. etc. Donc les émissions radio, c'est très très long à faire. C'est très très long à préparer. Et après à tourner, en après-midi, pareil, c'est 3 à 4 heures. Sachant que la première émission de radio, c'est un truc de malade, mais je le ferai plus jamais. Mais en gros, j'ai réenregistré l'intro plus tard, parce que ça me plaisait pas. Il y avait eu pas mal de ratés, j'avais dû recommencer, etc. Et en fait, l'émission de radio, je l'ai voulu comme un truc parfait. C'est-à-dire pas de raclement de gorge, pas de rature. Des fois, on disait pas le bon prénom, donc on recommençait à reposer la question. Et en fait, je me suis dit, non, mais là, je vais devenir fou, en fait. C'est pas grave s'il y a des ratés. C'est une émission radio. À la radio, les gens font des erreurs, ils se corrigent derrière et c'est fini. Donc là, les prochaines émissions de radio, ce sera j'appuie sur le bouton, on enregistre, tout. J'appuie sur le bouton, c'est coupé, on a le truc. Et pas de montage, on met ça juste avec le générique au début, le générique à la fin. Et c'est uploadé. Et les vidéos de live gaming, c'est simple. C'est 3 à 4 heures, mais en général 3 heures de moyenne de jeu. Ensuite, c'est découpé en épisodes de 40 minutes. C'est sorti. Donc un épisode, une fois qu'il est enregistré, ça met peut-être ça met entre 12 et 15 minutes à sortir sur mon logiciel de montage. Et après, je mets 3 minutes à l'uploader sur YouTube. Donc voilà, c'est vraiment le plus rapide en fait.
tout d'abord Léo Boisson, qui a été un peu mon ingé son, qui bosse dans le monde du spectacle, qui m'a énormément aidé, qui m'a conseillé pour tout ce qui est micro, donc les micros XLR, etc. Les cartes son, comment gérer tout ce qui va être le routing de l'audio, etc. Donc un grand merci à toi Léo. Sans toi, clairement, il n'y aurait pas eu de manoir, il n'y aurait pas eu d'émission radio, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Je voudrais également remercier Raphaël Lalanne. Merci Raph pour ton logo du manoir des geeks, il est juste incroyable. Je l'ai même imprimé sur un t-shirt pour te dire. Donc merci à toi, merci également pour tes conseils. Il faut savoir qu'avec Raphaël Lalanne et Thomas Furier, qui stream, Thomas Furier c'est Bakouki sur Twitch, si vous voulez aller y faire un tour et le suivre, n'hésitez pas. C'est beaucoup de conseils, on échange énormément quand on a des soucis, quand j'ai des soucis en fait, c'est surtout ça. C'est des conseils, c'est du dépannage sur Twitch et sur les logiciels de montage, donc merci à Raph et merci à Thomas. Vous m'avez vraiment sorti de 1001 panades, donc merci du fond du cœur. Un grand merci aussi à Kalisha Stark. Kalisha Stark, il faut savoir que elle me relie, elle me donne des conseils de structuration pour tout ce qui est écriture, donc tout ce qui va être cassette audio, notamment. C'est là où elle me donne le plus de conseils. Parfois, elle rephrase un petit peu. Donc voilà, merci beaucoup, Kalisha. Et enfin, je voudrais remercier, peut-être le plus important pour vous, c'est vous, tout simplement. Merci à tous les abonnés du Manoir. Merci aux 127 abonnés actuels du Manoir des Geeks. Merci aux 73 abonnés Twitch. Merci, 72, je crois. Merci à vous. J'ai encore quelque chose à vous demander, s'il vous plaît. Merci de vous être abonné à la chaîne et d'avoir suivi Twitch. Merci beaucoup. Si juste vous pouviez cliquer sur les pouces en l'air et mettre des commentaires sous la vidéo, ce serait vraiment, vraiment super. Il manque vraiment que ça pour que le manoir puisse progresser encore plus. Vraiment, pour le référencement, mettez des petits pouces et mettez des commentaires. Un simple merci pour la vidéo, pas besoin d'écrire 36 000 trucs. Si vous voulez m'écrire des choses, j'ai vu ça pour Tortue Ninja, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé avec un abonné et tout de Tortue, de son ressenti par rapport à la série de 2003, par rapport aux jeux vidéo. On a échangé plusieurs messages et tout, et c'est super intéressant. Je lis vraiment tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires quand je peux répondre. Des fois, j'ai pas à répondre. Je mets juste un petit j'aime, ou même des fois, je réponds quand même alors qu'il n'y a pas besoin de réponse. Mais voilà, si vous pouvez mettre juste des petits pouces et des commentaires, ce serait vraiment top. Voilà. Et je terminerai par une dernière chose. Il y a un Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne du Manoir des Geeks. Alors le Tipeee c'est un peu particulier. Quand vous faites un don sur Tipeee, tout d'abord votre don n'arrive pas intégralement sur mon compte en banque. Il y a une part assez importante qui est prélevée par Tipeee. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un Tipeee de la part de Lokinux. Il m'a versé 50 €. Lokinux c'était vraiment un gros taré. Donc merci encore à toi pour tes 50 €. Sur les 50 €, j'ai dû recevoir quelque chose comme une quarantaine d'euros. 42, je crois, quelque chose comme ça. Il y a 8 balles qui sont parties dans les poches de Tipeee. Il y a les, si je dis pas de bêtises, il y a les taxes dessus. Il y a des taxes dessus. Donc en gros, j'arrive à peu près à 40 € sur les 50. Quand vous faites un don sur Tipeee, je garde la moitié pour le manoir. Et l'autre moitié va être utilisée pour aider des associations. Je ne fais pas des dons, donc ce n'est pas déductible d'impôt pour moi. Très important. Vous me faites, je prends un exemple, vous me faites un Tipeee, j'ai 40 € qui arrivent sur le compte du manoir, d'accord? Je vais prendre 20 € pour le manoir et je vais dépenser 20 € par exemple pour les animaux, je vais acheter 20 € de croquettes. Je vais aller dans un magasin, je vais acheter pour 20 balles de croquettes, je vais mettre au bout s'il faut mettre au bout, etc. Je vais prendre ces croquettes, je vais me déplacer et je vais aller le donner dans un refuge ou dans une association pour animaux. C'est comme ça que ça marche au manoir. Et tous les ans, je ferai ça avec les Tipeee. Là, on arrive, alors on est à la vidéo des 1 an sur YouTube du coup, puisqu'on arrive au 16 mars. Mais Twitch, c'est fin mars. Donc fin mars, je ferai l'état des lieux de tous les Tipeee. Et je ferai une petite vidéo où j'irai dans une association et donc je donnerai par exemple des croquettes pour chiens ou pour chats, de bonnes croquettes, pas des croquettes de merde avec des pommes de terre, du sucre dedans, etc. Enfin bref, des céréales, vraiment des bonnes croquettes et j'irai donner ça dans une assos
ou dans un refuge. Je vous prendrai, alors ce sera peut-être pas des vidéos, hein, parce que les gens dans les refuges, ils veulent peut-être pas forcément être pris en vidéo, mais je ferai quelques photos pour le périple, et puis du coup ça vous permettra de voir également à quoi vos dons ont servi. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, de continuer à être des résidents et des résidentes du manoir. N'oubliez pas, mettez des petits pouces, écrivez des commentaires sous les vidéos, avec ça le manoir va grandir et ça va être vraiment vraiment super. Je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à très bientôt au Manoir des Geeks. C'était Silver, à très bientôt, ciao ciao.